L'école sénégalaise vient de rouvrir ses portes et ceci, comme vous le constatez, entraînant toujours ses nombreuses difficultés. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau de Women First TV, la télévision des femmes, Rocky Daba Mbodj, professeure d'histoire-géographie et présidente nationale de la Convention des femmes du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Madame, soyez la bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre invitation. Et je suis très heureuse d'être là pour parler des problèmes de l'école sénégalaise et en profiter pour souhaiter une excellente rentrée et une bonne année scolaire à toutes les femmes enseignantes et aux enseignants d'une manière générale. L'ouverture des classes est bien effective, mais ceci n'est pas sans problème. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les difficultés que vous avez constatées? Mais bien évidemment, à chaque rentrée scolaire, on note des problèmes. Ces problèmes, c'est d'abord un manque de vision qui pousse quand même l'école à être impraticable au mois d'octobre. L'école de la communauté, pour la communauté et par la communauté, doit quand même pouvoir impliquer les populations dans la gestion des écoles pendant les vacances scolaires. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ouverture des classes, les écoles sont dans des états où il est impossible de faire rentrer les élèves le premier jour de l'ouverture. Parce que tout simplement, c'est insalubre. Certaines écoles sont habitées par les eaux, ou bien sont débarrassées de leurs eaux, mais les vergetures restent. Il faut aussi noter que dans ces écoles, l'organisation pendant les vacances manque, tout est fermé, tout est close, donc l'humidité est dans les salles de classe. Et les enfants aussi ne sont pas quand même protégés pour entrer dans ces classes. Il nous faut encore prendre quelques jours pour remettre en état ces salles de classe pour que les apprentissages puissent démarrer. Et ça, c'est un manque de temps quand même qu'il faut corriger. Ce qu'on note aussi, c'est que dans un milieu rural, on attend toujours la fin de l'hivernage pour avoir quand même accès à la paille, pour faire des abris provisoires, parce que c'est un problème récurrent. Les abris provisoires existent toujours en milieu scolaire et il faut attendre quand même que l'hivernage finisse pour permettre le démarrage des apprentissages là-bas aussi. Donc le problème des inondations reste toujours récurrent. Pourquoi ne jamais prendre des mesures préventives? Oui, vous savez, gouverner c'est prévoir. Quand vous voulez gouverner, vous devez prévoir. On sait tous comment quand même la gestion se fait dans les établissements. Or, l'État qui a quand même la possibilité d'entretenir des entreprises ou bien de payer des entreprises pour aller s'occuper de la salubrité dans les établissements pendant les vacances ne sont pas occupés. Mais quand c'est inoccupé et que malheureusement il y a l'herbe, il y a l'insalubrité, il y a l'humidité, je vous dis que c'est parce qu'on n'a pas la volonté de maintenir en état ces écoles durant les vacances et ça c'est problématique. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'État a démissionné dans cette école, les populations ont démissionné dans cette école et il ne reste que les enseignants qui se battent comme de beaux diables pour maintenir cette école en vie. Là donc c'est un problème. Ça veut dire qu'on ne s'occupe véritablement de l'état des établissements qu'en pleine année scolaire. Mais durant les vacances quand même, l'école est laissée à elle-même. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, la continuité de la gestion, ça doit se faire au-delà, n'est-ce pas, de l'année scolaire. Pendant les vacances, il faut réfectionner, il faut entretenir pour permettre quand même de garder ne serait-ce que ce patrimoine bâti en état. Parce que l'école est un patrimoine. Quand vous avez un établissement dans un quartier, tout le quartier, au-delà même de l'État, tout le quartier doit veiller à ce que cet établissement soit quand même maintenu dans de bonnes conditions. Les apprentissages s'arrêtent, mais l'école doit continuer à fonctionner dans la gestion de la salubrité, dans la gestion de la propreté, dans la gestion de la mise en état, pour permettre au potage de rentrer en classe dès l'ouverture pour quand même matérialiser ce qu'on appelle Ubitay Djangatay. Le concept de Ubitay Djangatay n'est donc juste qu'un slogan, hein? Un idéal jamais atteint. Oui, vous savez, on est dans un état où la politique domine. Vous choisissez quelques écoles, vous appelez le directeur d'école qui fait tout pendant les vacances pour que le jour d'ouverture, l'IA puisse venir, les autorités puissent venir pour dire qu'effectivement ici, les apprentissages ont démarré. Mais je vous dis,
la majeure partie des écoles aujourd'hui n'ont pas encore démarré leur apprentissage. Ça aussi, c'est la vérité. Par rapport aussi à la cherté des inscriptions, les sommes d'inscription deviennent quand même exorbitantes pour des écoles publiques. Le suivi ne se fait pas, mais c'est quand même encadré par la loi sénégalaise. Il y a quand même une législation qui dit que l'enseignement, par exemple, au niveau de l'élémentaire, elle est gratuite et universelle pour tous les enfants de 6 ans à 16 ans. Ça, c'est des textes qui le disent. Mais malheureusement, aujourd'hui, si vous allez à l'école élémentaire, les enfants payent. On n'appelle pas ça inscription quand vous êtes un parent averti. On dit c'est juste une cotisation pour essayer de gérer certains problèmes qui sont internes à l'école. Voilà le manteau qu'on met quand même à ces inscriptions. Si vous allez dans le moyen secondaire aujourd'hui, ce qu'on a noté, dans la presse, on nous dit que dans certains établissements, les frais d'inscription atteignent 34 000 francs. Imaginez que vous ayez 4 élèves dans ces établissements. Il y a un problème. Le parent ne peut pas s'occuper de ces inscriptions à temps. Et malheureusement aussi, le problème qui se pose, c'est toujours l'État. Quand l'État du Sénégal doit quand même prendre en charge le bon fonctionnement de ces écoles et que ça a une faille quelque part, normalement, donc, ça retombe sur les populations. L'État a drastiquement baissé les subventions qu'il allouait aux écoles sénégalaises. Mais donc, reste à vérifier où vont exactement ces fonds. Oui, vous savez, ceux qui gèrent dans le conseil de gestion ne sont pas des comptables et ne sont pas donc experts en fiscalité, ni en comptabilité, ni en finance. Donc, le problème, c'est tout naturel qu'il y ait des problèmes de gestion parce qu'ils ne sont pas formés. Et on demande à chaque fois que ces participants, ces gérants au niveau du conseil de gestion puissent quand même bénéficier d'une formation qui va les permettre de gérer convenablement ces fonds. Mais vous allez dans bon nombre d'écoles, c'est des conflits dus à la gestion de ces fonds. Et ça, quand même, c'est malheureux pour l'école sénégalaise. Parmi les nombreux problèmes qui gangrènent l'école sénégalaise, des classes pléthoriques. Voilà un problème qui nous intéresse, nous enseignants, nous syndicats d'enseignants. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans un établissement, moi je vous donne des faits très concrets. Vous allez à Mbour commune, vous retrouvez facilement dans une classe 100 élèves. Et comment voulez-vous qu'un seul professeur dans une classe où il y a 100 élèves puisse quand même donner un enseignement de qualité? Ça pose problème. Surtout s'il s'agit d'une classe d'examen. Les classes d'examen, les petites classes, mais vous savez, la classe d'examen, c'est la finalité. Mais qu'en est-il de la base? Quand vous avez un élève aujourd'hui qui fait la 6e, qui fait la 5e, cet élève-là qui partage la classe avec 100 autres camarades, qui n'a pas la bonne, le bon encadrement aujourd'hui, ça pose problème quand il arrive à la classe d'examen. Donc, la classe pléthorique, et le gouvernement, il y a une circulaire, une dernière circulaire que le gouvernement avait sortie, le MEN en particulier, pour dire qu'une classe aujourd'hui, à partir de 46 élèves, est considérée comme une classe peuplée. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, on ne parle pas de 40 élèves. Si vous allez en pleine ville, dans la zone urbaine, les 100 élèves sont facilement dépassés dans les petites classes. Et aujourd'hui, je vous dis, si vous allez dans les classes d'examen, facilement vous avez 70, vous avez 80 en zone rurale. Mais si vous allez en zone urbaine, du moins, si vous allez en zone rurale, ça ne se pose pas. Le problème se pose rarement là-bas. Donc, il y a une inégalité, même dans l'accès ou bien dans les conditions d'apprentissage de ces élèves. Pourtant, il y a tellement de nouveaux lycées qui sont construits. Peut-être c'est un problème d'enseignants qui se pose certainement. Oui, là aussi, le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale nous dit très clairement qu'il manque 35 000 enseignants pour gérer le système. Sous tous ces temps-ci, on parle de 100 000 enseignants qui ont été recrutés, goutte d'eau dans la mer, certainement. Oui, mais comment on peut s'émouvoir quand vous manquez de 35 000 et qu'on vous dit qu'on va recruter 5 000? Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Et l'augmentation de la population, l'alphabétisation de la population, l'éducation qui est obligatoire pour les enfants de 0 à 16 ans, font qu'on a régulièrement besoin de nouveaux enseignants dans le système. Par rapport aussi à tous ces problèmes, il y a l'application du double flux dans le primaire.
Je disais tout à l'heure que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui lui-même reconnaît qu'il manque 35 000 enseignants dans le système. Mais les 100 000 enseignants font le travail de 135 000 enseignants. Donc, c'est normal qu'avec les effectifs pléthoriques, qu'on puisse trouver des solutions. Que fait l'État pour régler ce problème? Aujourd'hui, un enseignant, à l'école primaire, l'enseignement est plus personnalisé parce que l'élève est dans l'incapacité. Il est nouveau dans ce système. On doit, n'est-ce pas, pas par pas lui indiquer ce qu'il doit faire. Mais si vous avez 100 élèves dans une classe, ça pose problème. Et la manière qu'on a trouvée pour régler ce problème, c'est les doubles flux. L'élève fait une semaine de 3 jours ou 3 jours et demi sur 7. Et ça impacte négativement sur le niveau des élèves et sur la rentabilité, n'est-ce pas, des enseignements apprentissages. Il faut qu'on revoie, n'est-ce pas, le recrutement même au sein de la fonction enseignante pour permettre, n'est-ce pas, de fluidifier les classes, mais aussi de construire assez de classes dans les écoles. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Quand il n'y a pas assez de classes dans les écoles, il faut regrouper les élèves. C'est le cas de ce qu'on appelle les classes multigrades. Vous allez en milieu rural, il y a 3 classes dans une école primaire. Et dans chaque classe, il y a 2 niveaux. Ça aussi, ça pose problème. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités pour quand même arrêter non seulement cette pratique, mais mettre dans les conditions les enseignants et les élèves pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. On a comme l'impression qu'il n'y a pas une politique de prévention, n'est-ce pas, une politique aussi d'analyse pertinente en ce qui concerne l'enseignement. Il y a toujours ces problèmes qui reviennent, n'est-ce pas, qui sont toujours là, latents. L'éducation, ça doit être une priorité pour un État responsable. Oui. Mais quand même, aujourd'hui, il faut le dire sans porter de gants, le système éducatif n'est pas la priorité du gouvernement du Sénégal. Et ça, on l'a noté quand même, si vous prenez des milliards et des milliards encore pour mettre quand même dans des infrastructures, en laissant en rade quand même le système éducatif, ça veut dire que l'éducation n'est pas une priorité. Et pourtant, une grande partie du budget du pays est allouée à l'éducation. Hein? Oui, ça va dans les séminaires et autres, ça les arrange. Je vous dis que l'enseignant craie en main ne voit pas ces milliards du tout. Au contraire, il contribue à quand même renflouer les caisses de l'État à travers les impôts dont on a évoqué tout à l'heure. Mais quand même, les enseignants craie en main ne voient pas ces milliards au niveau donc de leur salaire ou bien même au niveau de leurs conditions de travail. Ça aussi, c'est la vérité. Vous allez dans des établissements où on peine à fournir les enseignants en craie. Et ça pose problème. Si un enseignant n'a pas assez de craie pour écrire ou si on dote l'enseignant de 2 barres de craie par jour, ça pose problème. Avec des abris provisoires, des salles de profs qui ne sont pas équipées. Bon, il y a tous ces problèmes aussi. Hein. Les enseignants, de façon générale, on dirait qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. Mais c'est ça, je vous dis, quand on était à Ndiaganiao lors de la crise de l'année passée, on a trouvé une salle des profs quand même en zinc avec des conditions qui n'étaient pas du tout adaptées. Et heureusement que le maire avait pris l'engagement non seulement de réfectionner la salle des profs, mais de l'équiper pour qu'elle soit digne quand même de ces professeurs qui sont en train de former les futurs cadres de ce pays. Et toutes les circonscriptions au Sénégal doivent quand même veiller à ce que les enseignants à l'école puissent être dans de bonnes conditions. Parce que ça, c'est la condition sine qua non pour changer la qualité de l'enseignement apprentissage au niveau de l'école sénégalaise. Un combat porté par le G6 avec ce que l'on peut appeler les 6 syndicats les plus représentatifs. Et qu'en est-il maintenant des derniers accords de 2018? Oui, là aussi, le problème qu'on a aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, l'État traîne des pieds par rapport à la matérialisation de ces accords de 2018. Et c'est l'État du Sénégal qui avait dit le 30 avril 2018 que les accords qu'il avait signés avec le G6 étaient des accords réalistes et réalisables. Mais malheureusement, pour la réalisation, on est toujours en train d'attendre. Je vous donne juste des exemples par rapport à ce protocole d'accord. La formation des enseignants dans un pays responsable, quand même, il ne faudrait pas attendre que les enseignants puissent crier sur tous les toits qu'ils ont besoin de formation pour les former. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce pays. Il y a des enseignants aujourd'hui avec les passerelles, le concours des passerelles, l'État l'a organisé une seule fois en 2018, au sortir de la grève. Et jusqu'à présent,
On n'entend plus parler de ce concours. On est en train de nous servir un dilatoire qui ne nous arrange pas. Et que ça faisait bien partie des accords, hein? C'était des accords que l'État a matérialisés en 2018 et que 2018, on est au point mort jusqu'à présent. Et ce qu'on a noté lors de ces concours des passerelles professionnelles, c'est que l'État a attendu que des milliers et des milliers d'enseignants, n'est-ce pas, s'inscrivent au niveau de la FASTEF pour passer ce concours et qu'à la dernière minute, il a sorti quand même des quotas, n'est-ce pas, des chiffres qui n'honoraient même pas l'État du Sénégal. Oui. Parce que quand vous avez des milliers et des milliers d'enseignants, vous dites que vous choisissez 7, vous choisissez 6, quand même dans certaines matières. Je dis que ce concours des passerelles est un concours qui est plus sélectif même que l'École nationale de l'administration. Et ça, c'est l'ENA. Et ça, c'est pas du tout normal. Oui. C'est pas du tout normal parce que la loi de 61-33 permet quand même aux fonctionnaires d'avoir, n'est-ce pas, une carrière professionnelle qui lui permet d'avancer et d'évoluer, n'est-ce pas. Mais malheureusement, on a fermé toutes les portes quand même à l'enseignement moyen secondaire, surtout par rapport à cette organisation du concours des passerelles professionnelles. Par rapport à l'indemnité de logement également, où est-ce que vous en êtes? L'indemnité de logement, je crois que ça a frustré pas mal d'enseignants. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'État du Sénégal n'a pas joué franc jeu quand on parlait de l'indemnité de logement. Parce que quand il a dit qu'il agitait 40 000 sur l'indemnité de logement pour l'amener quand même à 100 000 francs, malheureusement pour nous, l'État ne nous a pas dit qu'il allait imposer ces 40 000. Et que ces 40 000 imposés ont valu quand même beaucoup de frustration au corps enseignant. Beaucoup de frustration. Alors que certains ont des indemnités de logement de centaines de mille comme indemnité de logement, l'enseignant aujourd'hui n'a que 100 000 francs et on impose ces 100 000 francs. Je crois que c'est une injustice quand même. Le plus gros travail de l'enseignant, il le fait à la maison, hein? Oui, l'UNESCO a tranché ce débat. Quand elle nous dit du moins que vraiment 80% du travail de l'enseignant se fait à la maison. Oui. On corrige à la maison, on prépare à la maison, psychologiquement, n'est-ce pas, pédagogiquement, tout se fait à la maison avant de venir, n'est-ce pas, pratiquer ce qu'on a préparé à la maison. Mais si l'enseignant ne dispose pas de toi, ça pose un problème. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal, aujourd'hui, ne nous donne pas de date par rapport à ce problème de logement. Non seulement on n'a pas les parcelles viabilisées qu'il nous avait promis, mais quand même, cette indemnité de logement, elle est imposée et n'atteint pas donc l'indemnité de logement des autres corps. Un enseignant aujourd'hui, hiérarchie A, est 5 fois moins, n'est-ce pas, comme indemnité de logement qu'un magistrat de hiérarchie A. C'est une injustice. Donc c'est surtout quand même cette discrimination un peu entre les enseignants et les autres corps de la fonction publique qui pose problème d'abord. La démotivation, elle vient de là. On est démotivé. Pourquoi on est démotivé? Parce qu'on est de grands responsables, de grands patriotes. Les enseignants, c'est des personnalités de hiérarchie A, comme les préfets, comme les gouverneurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enseignants aujourd'hui? Vous voyez un enseignant de hiérarchie A qui peine à se payer une voiture, qui peine à amener ses enfants en vacances, qui peine à payer un niveau de vie respectable à ses enfants. On a un problème. Il faut que l'État ait le courage de rectifier. C'est pourquoi on parle du système de rémunération. Il faut qu'on revoie le système de rémunération parce que c'est le président de la République lui-même qui avait reconnu qu'il y a une injustice dans le traitement au niveau de la fonction publique et qu'il n'aimerait pas que ces agents de la fonction publique se regardent en chien de faïence. Mais je crois que quand même les enseignants aujourd'hui regardent les autres corps quand même avec un peu de dépit parce que tout simplement ils vivent une injustice qui ne dit pas son nom. Donc si on le constate bien, le niveau d'exécution des derniers accords de 2018 marche à pas de caméléon, c'est à niveau 0. Aujourd'hui, quand les enseignants tapent quand même sur la table, on nous dit pratiquement que le monitoring s'est arrêté à plusieurs reprises. On nous dit pour cause de Covid. La Covid n'a pas empêché au gouvernement de faire ce qui l'intéressait depuis plus de 2 ans. Mais quand même, les accords, ça reste. Et aujourd'hui, je vous le dis devant, n'est-ce pas, votre chaîne de télévision, les enseignants sont prêts à engager le combat. Parce que quand même, le mécontentement a atteint son paroxysme et la frustration quand même ne nous permet plus de comprendre ce gouvernement.
de voir qu'il y a des priorités ailleurs et que nous sommes quand même les parents pauvres du système. Je crois qu'avec 100 000 enseignants, il faut au moins respecter ces enseignants et quand même les mettre dans les conditions de travail acceptables. Surtout si on sait que toutes ces 2 dernières années, quand même, les enseignants n'ont pas observé de mouvement de grève. Pratiquement pas. Hein? Oui, je vous le disais tout à l'heure. Vous savez, nous les enseignants, on est de grands patriotes. Quand il y a eu la Covid, en mars 2020. Ce sont les enseignants en premier qui se sont organisés, qui ont quand même concocté une cagnotte pour aller verser au gouvernement et apporter leur contribution par rapport à ça. Et quand il a fallu reprendre, les enseignants, malgré tous les dangers, ont repris les enseignements, malgré quand même les failles qu'on a notées dans le protocole sanitaire au niveau des établissements. Aujourd'hui, les enseignants ont payé quand même une tribut très importante avec la Covid. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont décédés de la Covid. On salue leur mémoire au passage. Et ça aussi, c'est parce qu'ils sont patriotes et qu'ils ont compris jusqu'à la dernière minute. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des classes, la compréhension ne peut plus être de rigueur. Il faut que l'État s'engage quand même à concrétiser ces accords qu'il disait réalistes et réalisables en 2018. Par rapport à tous ces problèmes, s'ajoutent aussi, n'est-ce pas, les nombreux dossiers d'avancement, les mises en position de stage qui ont du mal à être concrétisés. Tout ça là sont des accords qui ont été signés depuis, mais l'exécution pose véritablement problème. Mais pour la mise en position de stage aujourd'hui, si vous allez à Sédhiou ou vous allez à Matam, vous retrouvez des maîtres contractuels qui ont été formés pour enseigner à l'élémentaire, qu'on a parachutés au niveau des lycées, quand même pour servir de professeurs. Et aujourd'hui, ces gens-là peinent à être mis en position de stage pour leur permettre quand même d'avancer. C'est une injustice. En 2020-2021, l'État a dit qu'il a augmenté le quota à 200 personnes pour la mise en position de stage. Aujourd'hui, on est en 2021-2022. On attend toujours. L'État dit qu'au mois de novembre, il va donc convoquer une réunion pour fixer encore les quotas de la mise en position de stage. Mais quand même, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que les enseignants ont droit à ce boulevard qui va leur permettre de quand même mener leur carrière convenablement. Et l'État ne doit plus quand même jouer avec ces questions de carrière. Les lenteurs administratives, vous l'avez évoqué, on a même parlé à un moment donné de lourdeur administrative. Quand la fonction publique attend que les enseignants, les syndicats d'enseignants tapent sur la table, convoquent la presse, dénoncent le statu quo pour sortir 11 000 actes en une journée, on dit qu'il y a un manque de volonté de la part de l'État du Sénégal par rapport au traitement des dossiers des enseignants, mais surtout à la prise en charge correcte de la carrière des enseignants. Et aujourd'hui, c'est inacceptable et on ne peut plus l'accepter. En tout cas, pour le SAEMS, que moi je représente, je dis que quand même on ne peut plus accepter que l'État puisse jouer avec la carrière des enseignants. Et surtout le problème aussi de l'école sénégalaise, on dirait qu'il y a une sorte de rupture. C'est-à-dire avec chaque ministre, il y a des accords qui sont signés et l'autre ministre qui vient essaye de rompre avec cela pour amener autre chose. Gouverner, c'est prévoir. Il doit y avoir une continuité, ce qu'on ne note pas malheureusement dans le système éducatif. Vous savez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des stratégies n'est-ce pas, mises en place par l'État du Sénégal pour contourner, n'est-ce pas, la volonté des enseignants. Quand il y a un problème qui se pose avec acuité, l'État du Sénégal change. N'est-ce pas, le ministre en question. Si vous prenez le cas de la fonction publique, quand on change de ministre, tous les dossiers retournent à l'état initial. Ça pose problème. Donc, c'est l'État qui met en place sa stratégie pour contourner quand même les préoccupations des enseignants. Et les enseignants aujourd'hui sont assez matures pour voir que c'est des stratégies mises en place par l'État du Sénégal quand même pour contourner la prise en charge correcte de leurs revendications. Voilà, chers téléspectateurs de Women First TV, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission L'invité de la semaine avec Madame Nyan Rocky Dabamboch, professeure d'histoire-géographie et présidente nationale de la Convention des femmes du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, pour parler des nombreux problèmes de l'école sénégalaise. Toujours donc des problèmes, des promesses non tenues jusqu'à l'organisation du BFM. Oui, vous savez, on assiste aujourd'hui à la communalisation du BFM, chose qui n'est pas acceptable.
Aujourd'hui, le BFM passé, on a entendu quand même des professeurs se plaindre qu'ils ont corrigé quand même leurs propres élèves. Ça, c'est inacceptable. Quand un professeur corrige à côté de son établissement, c'est inacceptable. Parce que dans la correction, dans l'organisation de l'examen, il faut quand même noter une confidentialité, mais une impartialité du professeur qui est en train de corriger. Et quand même, quand vous êtes dans une localité, vous vous prenez d'affection pour cette localité, surtout nos enseignants. Donc, il faut veiller à ce que le BFM reprenne tous ses droits, qu'on puisse avoir la départementalisation, régionalisation du BFM, que les enseignants se déplacent comme ils se déplaçaient avant à plus de 70 km et que l'État puisse payer ces déplacements. Mais si on veut faire de l'économie sur l'éducation, on fera la catastrophe. On ne peut pas faire de l'économie sur l'éducation. Il faut que l'État prenne les moyens nécessaires pour crédibiliser les diplômes qu'on donne à ses élèves. Parce que tout simplement, il y va de la crédibilité même de l'enseignement, non seulement au Sénégal, mais aussi de ce diplôme par rapport donc à l'international. Mais finalement, ce sera un diplôme fragilisé. Hein? Mais le BFM aujourd'hui est fragilisé. C'est-à-dire, même ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est plus important. Le BFM de 97 n'est plus le même BFM de 2021. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais quand même, l'importance qu'on avait avec cet examen, il faut qu'on retourne à l'orthodoxie, donner, n'est-ce pas, la crédibilité à ces diplômes, que ce soit le CFE, que ce soit le BFM et le BAC, qu'on mette les moyens nécessaires pour donc permettre que ces diplômes restent crédibles au niveau national et au niveau international. On va maintenant parler des femmes dans le système éducatif sénégalais. Elles peinent à trouver un rapprochement de conjoints. Mais vous savez, le problème qu'on a, c'est que le rapprochement de conjoints était un acquis syndical de taille sur lequel on est encore revenu. Et quand même, c'est inacceptable pour des dames qui aujourd'hui vivent toutes les peines du monde. Vous avez des éclatements de famille aujourd'hui parce que tout simplement, madame est à Kédougou, monsieur est à Dakar. C'est inacceptable. On n'a pas à imposer aux dames de choisir entre l'épanouissement professionnel et l'épanouissement familial. Il faut que cet acquis syndical soit maintenu et soit même amélioré pour que quand même toutes ces dames puissent allier, n'est-ce pas, les deux, la profession et la vie familiale, parce que tout simplement, notre société tourne autour de la femme. La femme, c'est le socle de la société et il faut nécessairement que l'État protège ces femmes avec toutes les conventions qu'il a ratifiées sur la protection de la mère et de l'enfant. Il faut que véritablement l'État prenne ses responsabilités pour permettre à ces femmes de faire leur travail, de bénéficier de ce rapprochement de conjoints pour leur santé mentale et physique. Parce que les déplacements sont très difficiles. Quand vous êtes en famille avec des enfants, c'est encore plus difficile. Il faut que l'État revoie encore ce principe de rapprochement de conjoints et qu'il soit automatisé. Et pourtant, il y avait quelques années en arrière, c'était possible. Hein, les femmes jouissaient bien de cette prérogative. Je viens de vous le dire. C'était un acquis syndical de taille sur lequel le gouvernement est en train de revenir chaque année encore plus. Il faut qu'on retrouve cet acquis syndical de taille et que les enseignantes soient mises dans les conditions de pouvoir allier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Et que dit également la législation sur le droit d'allaitement des femmes? Voilà, là, c'est un problème de communication. Pour nous, quand même, les femmes, on doit faire assez de recherche pour quand même nous imposer et imposer nos droits. La loi 2015-15 du 6 juillet 2015 dit très clairement que la femme allaitante a droit à 1 heure de pause d'allaitement sur les heures de travail effectives. Sur les heures de travail effectives et par jour. Donc, si vous vous réveillez aujourd'hui, si vous avez un emploi de temps de 3 jours, ça ne vous n'enlève à rien du tout votre droit d'avoir 1 heure de temps sur chaque jour
pour allaiter l'enfant de 0 à 15 mois. Oui. Voilà ce que dit la loi aujourd'hui. Malheureusement, vous allez dans les établissements, ça pose d'énormes problèmes. Bien sûr. Les dames aujourd'hui souffrent et l'État ne fait rien pour accompagner ces dames enseignantes. Aujourd'hui, vous allez dans un établissement, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de salle aménagée pour la femme enceinte et la femme allaitante, mais le problème reste entier. Oui. La santé même de cette femme enseignante en état de grossesse ou bien la femme qui allaite et son enfant, ça pose problème. Oui. Moi, j'ai rencontré des dames enseignantes qui m'ont dit, madame, j'ai fait beaucoup de fausses couches parce que je me déplace tous les jours avec un utérus léger, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois que je suis enceinte, je fais une fausse couche parce que j'ai 25 heures. Je passe toute la journée de 8 h à 17 h dans mon lieu de travail. Oui. Mais c'est difficile. Oui. C'est difficile. Oui. Donc, il faut qu'on revoie la législation, que l'État du Sénégal puisse avoir le courage, comme le disaient quand même certains responsables députés, femmes, que l'État puisse avoir le courage de mettre la main sur ce qui ne marche pas par rapport aux femmes, aux conditions de travail des femmes enseignantes, pour quand même leur permettre de garder, de sauvegarder leur santé. Surtout leur santé physique et mentale. La pression, elle est énorme pour les femmes enseignantes. Vous devez gérer votre foyer, vous devez gérer la communauté, vous gérez la pression sociale, vous gérez vos heures de travail, votre responsabilité professionnelle est engagée par rapport aux élèves que vous avez. Cette pression, elle est énorme. Et les enseignants sont en train de sacrifier du moins beaucoup de choses quand même pour réussir leur mission d'institutrice. Surtout par rapport au congé de maternité. On sait quand même que c'est un métier très endurant où également la femme doit bouger beaucoup. Prendre maintenant les congés à 7 mois, est-ce que ce n'est pas trop avancé et trop risqué? Si vous prenez aujourd'hui une femme, la dame quand même qui est enceinte, on est dans une société qui a ses réalités. Oui. Vous avez une dame enceinte qui, chaque jour, malgré que son ventre grandit, n'est-ce pas, malgré la chaleur, parce que la majeure partie des salles de classe ne disposent pas d'aération suffisante et sont en zinc, malgré cette chaleur, n'est-ce pas, est obligée d'aller travailler jusqu'à 7 mois et demi, oui, avec la lourdeur de la grossesse, avec les inconvénients de la grossesse. Vous voyez des femmes qui sortent de classe pour aller vomir. Mais où est la préservation de la dignité même de cette femme enseignante? Ça pose problème. Et l'État doit être conséquent avec lui-même. Aujourd'hui, l'État du Sénégal dit qu'il mène la politique de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Qu'en est-il de l'enfant de l'enseignant? Qui, quand même, ne peut pas avoir un allaitement exclusif parce que sa mère travaille de 8 h à 17 h. Et toutes les enseignantes, la majeure partie de ces enseignantes aujourd'hui sont obligées de prendre le lait artificiel pour donner à leurs enfants. C'est une injustice. C'est une injustice. Même les heures d'allaitement, aujourd'hui, si vous habitez à quelques 30-40 minutes de chez vous, si vous prenez une heure, ça ne vous sert à rien du tout. Parce que vous n'avez même pas le temps pour faire le trajet. Donc la politique... Et le plus souvent, c'est un problème avec les chefs d'établissement, et ce n'est pas appliqué. Oui, le conflit reste entier. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que les textes ne sont pas humanisés dans les établissements. Et généralement, on retrouve quand même des chefs d'établissement qui n'ont pas d'empathie, de compassion pour cette femme quand même qui est en état de grossesse. Et si vous rencontrez ce type de chef d'établissement, vous avez un problème. Il y a des chefs d'établissement qui sont compréhensifs ou qui sont compréhensifs, qui vont vous dire, madame, sincèrement, il faut quand même mettre en mode actif la solidarité entre enseignants. Il faut véritablement que vos collègues récupèrent vos classes pour que vous veillez à votre santé. Ça se fait. Mais quand même, il y a des établissements où, si cette solidarité n'existe pas, vous êtes obligé, malgré les difficultés, à aller quand même avec votre grossesse ou bien votre enfant dans des conditions quand même un peu périlleuses. La somme de tous ces problèmes, n'est-ce pas, la position de l'État par rapport aux enseignants, est-ce que tout cela ne nous mène pas à la désacralisation même du métier d'enseignant? Oui, ça c'est la politique de l'État. C'est l'État qui, au lieu de respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants, a quand même mené une campagne de diabolisation. Depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on a diabolisé tellement les enseignants aujourd'hui que tous les maux de la société sont imputés aux enseignants.
toutes les choses qui n'ont pas de valeur sont imputées aux enseignants. Toutes les choses qui ont un prix bas sont imputées aux enseignants. Quand vous prenez même, les gens même se permettent de nommer des types d'orange enseignants. Bien sûr. Mais c'est pathétique. Bien sûr. Quand les gens se disent, tu veux te marier avec un enseignant, je te plains. Oui. Mais on a un problème. Voilà, c'est parce que bon, l'image de l'enseignant est un peu dépréciée maintenant. On a attaqué l'image même de cet enseignant. Et aujourd'hui, la société est en train de vaciller. Parce que c'est l'enseignant qui garde la stabilité de la société. Et quand cet enseignant est désacralisé, c'est aujourd'hui qu'on voit les résultats de cette campagne de diabolisation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sentinelles. Ces enseignants qui devaient parler à la jeunesse ont été désacralisés, ont été diabolisés. Et aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus, n'est-ce pas, quelqu'un pour parler à cette jeunesse. Parce qu'il n'y a pas une personne plus proche des enfants que l'enseignant lui-même. Et conséquence d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a la dégradation totale du niveau des élèves du système éducatif en tant que tel. Quand un enfant regarde un adulte, il doit vouloir ressembler à cet adulte. Bien sûr. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est le problème de formation. Les enseignants crient partout qu'ils veulent aller en mise en position de stage, organiser les concours des passerelles. L'État fait la sourde oreille. Bien sûr. Comment vous voulez que ces enseignants-là n'aient pas de problème par rapport à l'exécution de leur tâche? Un métier doit être quand même source de formation et une formation continue. On apprend jusqu'à la tombe. Et ça, les enseignants le savent. À chaque fois que vous donnez une leçon, vous-même vous êtes en train d'apprendre. Donc il faut que l'État comprenne que le besoin de formation est crucial. On aime s'inspirer des gens qui quand même sont aux antipodes des exemples que peut donner l'école. Et ça, c'est problématique. Tout est bien dit en véritable Amazon du syndicat. Qu'avez-vous à ajouter véritablement? Rendre hommage à toutes les dames enseignantes, particulièrement aux dames de la Convention nationale des femmes du SAEMS, qui nous représentent dans les départements, dans tous les départements du Sénégal et qui sont aux côtés des hommes pour mener le combat, n'est-ce pas, de l'amélioration de la condition de vie et de travail des enseignants. Ces dames, ce sont les vraies Amazones et je leur rends hommage aujourd'hui. J'ai une pensée particulière aussi pour les enseignantes, les femmes en général, mais aussi les enseignantes qui sont en train de se battre, n'est-ce pas, avec le cancer, surtout le cancer du sein. On est au mois d'octobre, c'est important de penser à elles et de prier pour qu'elles retrouvent quand même leur santé. Et remercier Women First, parce qu'on pense véritablement que la femme doit être première partout et que c'est ça qui amène le développement, non seulement, mais aussi la paix, n'est-ce pas, et l'harmonie au sein de la société. Je vous remercie. L'État doit tout faire pour qu'on puisse avoir une école de qualité. Tel est le message fort de Rocky Dabambouch, professeur d'histoire-géographie et présidente nationale de la Convention des femmes du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui était notre invité aujourd'hui sur Women First TV et que je remercie très bien au passage. Je remercie également toute l'équipe technique de Women First TV et vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de cette émission.